Le soleil craquait le sol comme s'il voulait briser la terre en deux. Une chaleur sèche montait de l'argile rouge et donnait à l'air l'odeur d'un four en feu. La poussière dansait dans le ciel, comme si elle voulait aussi regarder le spectacle. C'était le jour de la vaquejada à la ferme Santa Elena, et les gens étaient venus de loin, ouvriers agricoles, cow-boys, commerçants, curieux et joueurs. Tout le monde savait que lorsque Benedito Ramos annonçait quelque chose, ce n'était pas pour rien. Benedito était le genre d'homme qui ne passait pas inaperçu, grand, aux cheveux gris, avec un regard dur comme le manche d'un calmar. Il portait un jean amidonné, une chemise en lin léger et un chapeau qu'il ne quittait jamais de sa tête. Propriétaire de terre, de bétail et de renommée, il avait du respect, il avait de la peur et il avait un cheval, Thunder. Il ressemblait plus à une bête qu'à un animal, noir comme la couleur d'une nuit sans lune, avec des yeux qui semblaient avoir pris feu à l'intérieur et un trot qui faisait trembler le sol comme le tonnerre. D'où le nom. Aucun homme n'était jamais resté sur le dos plus de 5 secondes. Il avait déjà renversé des champions, blessé 3 d'entre eux, cassé une côte et écrasé une épaule. Certains disaient que l'animal était maudit. D'autres disaient qu'il était tout simplement trop courageux pour accepter un homme à sa tête. Benedito a dit qu'il ne respectait que ceux qui avaient un véritable courage. C'est alors que le son du microphone a percé le brouhaha de la foule. Attention, mesdames et messieurs, aujourd'hui, en présence de tous ici présents, je lance un défi, un prix de 100 milliards $ pour celui qui réussira à monter trop haut, sans selle, sans éperon, juste l'homme et l'animal. Le silence qui suivit était si lourd qu'on pouvait entendre les chevaux respirer. 100 000 réaux. Ce n'était pas seulement un pari, c'était un affront. C'était comme dire, montre que tu es un vrai homme. Certains ont ri, d'autres ont crié, je le veux, et ils se sont déjà inscrits. Mais au fond, personne ne croyait que quiconque sortirait gagnant de cette situation. La nouvelle s'est répandue rapidement, comme une traînée de poudre. Il est arrivé dans les villages, dans les quartiers, sur les routes, et a fini dans un coin oublié de la ville, où personne ne regarde à 2 fois. Une ruelle sale, avec un sol en terre battue et une odeur d'urine. Un garçon assis sur le trottoir écoutait les nouvelles à la vieille radio au sujet d'une vente. Son visage était brûlé par le soleil, ses yeux étaient enfoncés et attentifs, son estomac gargouillait, il portait un t-shirt déchiré et un pantalon trop court pour ses jambes maigres. C'était David. Personne ne connaissait son nom de famille, pas même lui. Le propriétaire du magasin le harcelait tous les jours, mais il revenait toujours pour écouter, pour voir, pour rêver. La voix métallique de l'annonceur crépitait à la radio. Pour répéter, Fazenda Santa Elena offre 100 milliards $ à quiconque monte le cheval Trovao, sans selle ni éperon. Inscriptions ouvertes, juste du courage et de la foi. David ne dit rien, il fixa simplement la radio comme s'il entendait un appel ancien, comme une voix venant du plus profond de sa poitrine. Il se leva lentement, comme s'il avait fait un pacte avec lui-même. Il s'essuya les mains sur son pantalon et regarda le chemin qui disparaissait à l'horizon. Il ne savait pas où se trouvait la ferme. Je n'avais pas d'argent, pas de nourriture, pas de chaussures. Il n'y avait qu'une certitude, il allait essayer. À ce moment-là, le bruit de la ville disparut. Les voitures, les cris, les aboiements des chiens, tout est devenu lointain. Il ne restait plus que l'image du cheval noir et la voix ferme qui promettait le changement. David a marché, a traversé des rues qui n'avaient même pas de nom, a traversé un pont fissuré, a emprunté un chemin de terre, a demandé à un vendeur de glace. Jeune homme, de quel côté se trouve la ferme Santa Elena? L'homme a ri. Là-bas, mais c'est loin, très loin. David hocha la tête en guise de remerciement et continua à marcher. Le soleil commençait à baisser dans le ciel, mais la chaleur était toujours aussi cinglante. La terre collait à ses pieds nus, le sac à dos improvisé avec un sac attaché au dos transportait un morceau de pain rassis et une petite bouteille d'eau chaude. À chaque pas, son corps lui faisait mal, mais ses yeux brillaient de quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Quelque chose entre la faim et l'espoir, quelque chose d'ancien, de primitif, d'indomptable, comme le cheval. À la ferme, Benedito avait déjà oublié l'annonce.
J'étais habitué à la bravade de la bouche. Il y avait toujours 3 ou 4 courageux qui se présentaient le premier jour. Dans le deuxième, ils ne sont plus venus. Personne ne pensait qu'il pourrait gérer Thunder. Il ne savait pas qu'à ce moment précis, un enfant des rues marchait vers sa porte, les pieds blessés, la bouche sèche et une promesse dans la poitrine, non pas pour de l'argent, mais pour une chance, une seule chance de tout changer. Le lendemain, le ciel s'est levé avec un ciel blanc et laiteux, sans nuages ni ombre. Davy était déjà sur la route, sans direction claire, juste une direction indiquée par le vendeur de glace. Je ne savais pas combien de kilomètres il restait, je ne savais pas combien de jours cela durerait, mais j'ai marché. La plante de ses pieds brûlait sur le sol en gravier. Chaque pierre était une lame, chaque pas un choix. Il alternait entre les accotements et les sentiers parallèles, essayant d'éviter l'asphalte qui bouillait comme une plaque chauffante. De temps en temps, un camion passait. David a levé la main, a demandé à le conduire, rien, juste de la poussière sur son visage. Le premier jour, il a mangé le pain rassis qu'il avait dans son sac. Il s'humidifiait les lèvres avec des gorgées rationnées de la bouteille en plastique. La nuit, il s'allongeait sous un arbre noueux et sans feuilles et serrait ses genoux. Le froid est venu comme un ennemi silencieux, les étoiles indifférentes. Il dormait peu, il avait faim. Il rêvait d'un cheval courant librement dans un champ ouvert et il courait après lui, pieds nus, en riant. Le deuxième jour, le soleil semblait plus proche de la terre, sa bouche était sèche, ses lèvres gerçaient. Il s'est arrêté à une station-service, a demandé de l'eau, a été ignoré, a pris quelques restes de pain dans la poubelle, les a mâchés lentement, essayant de ne pas vomir. Un chien galeux lui grogna dessus. David recula. Plus loin, il trouva un robinet dans une ferme. Il buvait comme quelqu'un qui trouve de l'or. Une dame à l'intérieur de la maison l'a vu et lui a dit de partir. Il a couru sans regarder en arrière. Dans l'après-midi, la fatigue s'installe. Il monte dans un camion garé et se cache à l'arrière parmi des sacs de nourriture. Il est resté là pendant des heures, recroquevillé, jusqu'à ce que le véhicule commence à bouger. Quand il s'est arrêté, il a sauté. Il avait avancé de quelques kilomètres, mais il se trouvait maintenant dans un village étrange, ne sachant pas où aller. Il a demandé à un homme qui vendait des bonbons. La ferme Santa Elena est encore loin? Oui, mon garçon, loin et difficile. Tu n'y arriveras pas, non. Mais David avait déjà tourné le dos et continué à pied. Le troisième jour, un nuage sombre s'est formé. La pluie est arrivée épaisse et froide, emportant la route et son courage. Il s'est abrité à un arrêt de bus vide, trempé et tremblant. Ses pieds étaient à vif, avec des ampoules ouvertes. Le pantalon était lourd de boue. Il pleurait doucement, caché. Personne n'a vu, personne n'avait besoin de voir. Cette nuit-là, il rêva de sa mère. Elle était debout, vêtue d'une robe légère, les cheveux attachés, et elle était plus grande qu'il ne s'en souvenait. Il s'est approché et a souri. Elle toucha son visage affectueusement, comme elle l'avait fait lorsqu'il était tombé et s'était écorché le genou. « N'abandonne pas, mon fils. Ce qui est censé être à vous, vous seul pouvez le chercher. » Il s'est réveillé avec les yeux humides. Le jour n'était même pas encore levé. Il se leva et le suivit. Le quatrième jour, le ciel s'est dégagé tôt. Il pouvait à peine sentir ses pieds. J'ai marché par instinct, par entêtement, par faim. Un chien féroce s'est échappé d'une clôture et s'est précipité sur lui. David tomba en arrière en hurlant. L'animal grogna, bavait, s'arrêta à quelques centimètres de son visage et recula soudainement. Peut-être qu'il a vu quelque chose dans les yeux du garçon, quelque chose de plus sauvage que lui-même. David se leva lentement et continua à marcher. Au crépuscule, il aperçut enfin quelque chose à l'horizon. Une grande maison blanche au loin, entourée de pâturages et de clôtures, du bétail dispersé, des chevaux, des cloches. C'était la ferme Santa Elena. Son cœur s'est serré, ses jambes ont failli lâcher. Il suivit le chemin de terre jusqu'à la porte. Il y avait 2 gardes de sécurité.
L'un buvait du soda, l'autre mâchait un cure-dent, tous deux armés. Ils voyaient David comme un insecte qui rampait là où il ne devrait pas. « Que veux-tu ici, gamin ?» David s'éclaircit la gorge, sa voix se brisant. « Je suis venu pour monter le cheval, tonnerre. » Silence. Le garde de sécurité le plus grand Harry. Un rire les moqueur. « Tu as entendu ça, Roberto ? Il est venu pour monter Thunder pieds nus. Regarde son visage. » L'autre n'a pas ri. Il s'est simplement approché et a poussé David fort. « Sortez d'ici avant que nous décidions de vous apprendre ce qu'est le respect. » David tomba à genoux, la tête baissée, mais il ne pleura pas. Il ne s'est pas excusé. Il se leva lentement, essuya la boue de ses mains et les regarda fermement tous les deux. « Je veux juste avoir une chance. » Roberto cracha par terre, sans répondre, il lui tourna le dos. L'autre regarda quelques secondes, essayant peut-être de comprendre si c'était du courage ou de la stupidité. Mais David est resté là. Il restait quand il faisait sombre, il restait quand il faisait froid, il s'asseyait appuyé contre le poteau du portail, les genoux repliés, le regard fixé sur l'entrée, comme si son corps disait « Si je ne peux pas entrer, je fais partie de la clôture. » Cette nuit-là, le vent coupait comme un couteau, mais David ne sortit pas et ne sortit pas le lendemain, ni le surlendemain, ni jusqu'à ce que quelqu'un le regarde et voie ce qu'il y avait derrière la saleté, la faim, l'insistance, un garçon seul contre le monde et un cheval attendant que quelqu'un le comprenne. La première nuit a été cruelle, la deuxième pire. David resta appuyé contre le même coin de la clôture, le sac vide à ses côtés et les genoux pressés contre sa poitrine. Le froid mordait les oreilles, le vent faisait trembler les os. Pourtant, il est resté. Le corps demandait du repos, mais le regard ne perdait pas sa direction. Il fixait la porte de la ferme comme s'il était confronté à un destin. Le troisième jour, le sol autour de la porte portait déjà ses empreintes de pas tracées dans toutes les directions. Les gardes de sécurité ont arrêté de le pousser. Maintenant, il regardait simplement, riait, grognait. C'était comme s'il s'attendait à ce qu'il disparaisse par épuisement. Mais David n'a pas disparu. Parfois, il s'assoupissait assis sous l'arbre tordu qui lui fournissait un peu d'ombre. D'autres fois, elle se levait et marchait, juste pour garder ses jambes au chaud. Le matin, il demandait d'une voix rauque, « Laisse-moi monter juste une fois. » Cela n'a servi à rien. La réponse était toujours la même, un regard de mépris ou le silence. À l'intérieur, dans la cour de la ferme, des rumeurs ont commencé à circuler. Il y a un enfant qui campe sur la clôture. Il est là depuis des jours, il n'abandonne pas. Personne ne sait d'où il vient, mais l'animal est têtu. Les ouvriers ont commencé à faire des commentaires pendant les pauses de travail. Certains ont trouvé cela drôle, d'autres ont trouvé cela fou, mais certains ont commencé à l'admirer. Il est fou, mais il a du courage, dit l'un des cow-boys en essuyant la sueur de son front avec son mouchoir. La nouvelle est arrivée à la cuisine. Donna Neuza, la vieille cuisinière, à la voix ferme et aux mains calleuses, écoutait et n'aimait pas l'idée d'un garçon affamé au bord de la route. À la fin de la journée, il enveloppa 2 pains dans une serviette et s'éloigna comme s'il allait voir s'il allait pleuvoir. Comme personne ne l'a vu, il a laissé la nourriture dans un sac accroché à une branche près de la clôture. Le lendemain matin, le sac était vide. David mangeait les yeux fermés, lentement, savourant comme s'il s'agissait d'un banquet. Puis il s'assit à nouveau en attendant. Le 4e jour, la pluie est revenue, épaisse, froide, impitoyable. L'argile s'est transformée en boue, les pieds ont coulé. Les vêtements de David collaient à son corps mince comme une seconde peau. Il tremblait de partout, mais il ne bougeait pas. L'un des agents de sécurité a commenté. « Ce gamin va mourir là-bas. S'il meurt, il meurt. » Personne ne l'a envoyé. Mais Benedito écoutait. Il buvait du café au lait dans une tasse en fer lorsqu'il a entendu la conversation. Il haussa un sourcil, laissa la tasse sur la table, sortit sur le porche et regarda vers l'entrée de la ferme. De loin, il aperçut la mince silhouette blottie au pied de la porte.
Un paquet mouillé et mouvant, un endroit oublié au milieu de la route. Vous êtes toujours là? A demandé un contremaître. Tous les jours, monsieur Benedetto, vous n'avez pas bougé depuis lundi. Le fermier resta silencieux. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il s'est simplement dirigé vers le cheval le plus proche, est monté dessus et est parti vers le pâturage. Mais l'image du garçon ne quittait pas sa tête. Le 5e jour, le soleil est sorti avec force, comme s'il voulait assécher le monde une fois pour toutes. La terre fumait. David pouvait à peine ouvrir les yeux. La fièvre commençait à monter, mais il restait ferme. Un des ouvriers est venu avec un seau d'eau et en a jeté un peu près de lui, déguisé. Un autre, plus audacieux, a même demandé. « Pourquoi veux-tu t'en conduire ce truc ?» David répondit d'une voix brisée mais ferme. « Parce que personne ne m'a jamais donné une chance. » C'est cette phrase qui est parvenue aux oreilles de Benedetto, apportée par un commentaire de couloir, comme tout le reste là-bas. Cela l'a affecté plus qu'il ne l'avait prévu. Il avait déjà entendu de nombreuses demandes. Beaucoup d'hommes sont venus pour l'argent, la gloire ou un défi, mais jamais pour une chance, jamais comme celle-ci. Le même après-midi, Benedetto se dirigea vers le porche du siège et s'arrêta, les bras croisés, regardant le portail. Il vit le garçon de près pour la première fois, vêtements déchirés, visage sale, mais ses yeux étaient vivants. Ce n'étaient pas les yeux d'une personne pauvre, c'étaient les yeux de quelqu'un qui avait choisi d'être là. Benedetto a appelé l'un des employés. « Allez-y, envoyez le garçon. »« Entrez, patron ?»« Oui, laisse-le entrer. Je veux voir s'il est vraiment fou ou s'il y a quelque chose là-dedans. » Le piéton s'est dirigé vers la porte avec suspicion. Il ouvrit la porte avec un vieux grincement. David, qui dormait presque debout, se leva soudainement. « Le patron veut te parler. » « Il vient. » David n'a pas répondu. Il marchait simplement lentement, comme si chaque pas était une traversée. Il traversa la porte avec les yeux vitreux. Je pouvais sentir la forêt, les chevaux, le bois humide. J'ai tout ressenti en même temps. Chaque détail semblait crier qu'il était là où il était censé être. Pour la première fois, Davy entra dans la ferme de Santa Elena et le destin commença à bouger. La porte de l'arène s'ouvrit avec un grincement sec. David la traversa comme on franchit une frontière sacrée. Le sol de sable rouge était marqué par des empreintes de pas, griffé par des sabots, taché par des chutes passées. Les stands de fortune, faits de vieilles planches, étaient à moitié vides, mais la nouvelle s'était rapidement répandue. Le garçon à la porte allait essayer. Benedetto regardait d'en haut, appuyé contre la haute clôture en bois, les bras croisés et le visage ridé. Il avait l'air de quelqu'un qui a tout vu, de quelqu'un qui s'attend à l'évidence. Il n'a pas dit un mot, il n'a même pas cligné des yeux. Thunder se tenait au centre de l'arène, tendu, les muscles saillants sous sa peau sombre, les yeux rouges de rage, les narines dilatées. Je savais déjà qu'un autre approchait. Il hennit bruyamment, comme pour avertir. Il va tomber. Les pions se sont positionnés plus loin que la normale. Il savait que le cheval était traître. Il savait que David n'était qu'un garçon. David s'est arrêté à quelques mètres. Le monde autour semblait fané. Le vent s'est arrêté, pas une seule feuille n'a bougé. La respiration des personnes présentes s'est transformée en un bruit lointain. Il n'y avait que lui et le cheval. Il ne courait pas, il n'élevait pas la voix, il marchait simplement lentement, les bras relâchés, le regard baissé. Lorsque le tonnerre éclata à nouveau, il s'arrêta, resta là, puis fit quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il baissa la tête. Ce n'était pas de la soumission, c'était du respect. Il tendit lentement la main, un geste simple, mais plein de tout, comme pour dire « je te vois ». Thunder recula, leva la tête, l'air confus. Ce n'était pas ce qu'il savait. Aucune menace, aucune force, juste une présence. Les pions retenaient leur souffle. Benedetto serra la mâchoire. David a fait un autre pas. Il était suffisamment proche pour sentir la chaleur du corps de l'animal,
l'odeur forte, presque métallique, les veines saillantes de son cou. Il tendit à nouveau la main et cette fois, il toucha. D'abord du bout des doigts, puis avec toute la paume de sa main, il glissa doucement sur les poils tendus. Le cheval n'a pas réagi. David a murmuré quelque chose que personne n'a entendu. Un son bas et intime, comme une prière. Puis il se déplaça sur le côté, sans se précipiter, et s'appuya contre le dos de l'animal. Thunder tourna la tête, le suivit, mais n'attaqua pas. Je viens de regarder les muscles prêts à exploser, mais contenus. David posa une main sur son dos, puis l'autre, et dans un mouvement fluide, comme quelqu'un qui grimpe à une branche, il monta sans selle, sans éperon, sans peur. L'arène devint silencieuse. Le tonnerre tremblait sous le poids léger. Les sabots raclaient le sable. Le cou se tendit. Pendant un moment, tout indiquait qu'il allait exploser, mais ce ne fut pas le cas. Il se tenait là, immobile, silencieux, respirant lourdement. David se tenait debout, ses jambes nues reposant sur le cuir chaud, ses mains relâchées. Il ne l'a pas forcé, il ne l'a pas tiré, c'était juste comme ça. Et d'une manière que personne ne pouvait expliquer, Thunder accepta. Benedito décroisa les bras, le visage sérieux, mais maintenant attentif, très attentif. Donna Neuza, la cuisinière, est apparue parmi les ouvriers, les mains sur la bouche. L'un des cow-boys a laissé tomber son chapeau, un autre s'est signé. Ce n'est pas possible, murmura quelqu'un. Il a apprivoisé la bête avec son regard, dit un autre. Mais personne n'a crié, personne n'a célébré. Le silence était si absolu qu'on pouvait entendre le battement d'ailes d'un oiseau sur la clôture. David regarda autour de lui, les yeux larmoyants mais stables. À l'intérieur, c'était comme si tout s'était arrêté. Des années d'abandon, de faim, de rejet, de peur, tout cela réduit au silence pour cet instant par l'acceptation d'un animal qui n'a jamais accepté personne. Il ne souriait pas, il n'en avait pas besoin, il était là où il était censé être. Benedito se retourna lentement et descendit de la clôture. Je ne savais toujours pas ce que je pensais. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose était différent, que peut-être ce garçon n'était pas venu pour battre le cheval, mais pour enseigner quelque chose que même lui, le propriétaire de la terre et de la renommée, ne savait plus, comment écouter le silence. L'arène se tenait là, figée dans le temps. Un garçon pieds nus sur le dos d'une légende et un cheval sauvage, enfin, en paix. Le silence a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. David était toujours à cheval, le tonnerre toujours sous lui, lorsque Benedito entra dans l'arène à pas lourds. Les yeux du fermier ne contenaient pas la fureur à laquelle les ouvriers agricoles s'attendaient. C'était autre chose, une nuisance, un trouble. « Tu peux descendre » dit-il sèchement, sans regarder directement le garçon. David obéit, descendit légèrement et toucha une dernière fois le cou du tonnerre. Le cheval renifla doucement, mais ne s'éloigna pas. Benedito se tourna vers les piétons qui observaient tout en silence. J'ai senti les regards, j'ai senti le poids de la promesse. C'était juste de la chance, dit-il, sa voix suffisamment forte pour résonner. Un cheval est distrait et reste immobile. Cela peut arriver. Cela ne prouve rien. La phrase tomba comme une pierre dans un lac peu profond. Chanceux, marmonna l'un des cow-boys. La chance et le bâton, répondit un autre, chapeau à la main. L'animal ne laissait jamais personne s'approcher. Le buzz grandit. Les habitants de la ville venus assister au défi ont commencé à diffuser l'histoire. Le garçon des rues a dompté le tonnerre, chevauché sans selle et sans peur. Il n'a ni attrapé ni forcé. Le même jour, la nouvelle a atteint les bars et les boulangeries. La nuit, il circulait déjà dans les groupes de messages. Le lendemain matin, l'article est paru dans un journal local avec le titre « David, le garçon qui a fait taire la bête ». C'était la première fois que quelqu'un prononçait son nom à voix haute, avec respect. Benedito, gêné par la célébrité soudaine du garçon, s'est renfermé sur lui-même. Il est resté 2 jours silencieux, sans évoquer le sujet. Il n'a pas parlé à David, ni ne l'a expulsé.
J'ai juste fait comme s'il n'existait pas. Mais David n'était pas là par fierté. Durant ces jours-là, il dormait dans un coin de la grange, partageait l'eau avec les chevaux, aidait à ramasser le foin et balayait l'écurie de Thunder sans que personne ne le lui demande, en silence, gratuitement, jusqu'à ce que le troisième jour, quelque chose brise le rythme. Un homme est arrivé sur un cheval bai, portant un chapeau de cuir usé et des éperons brillants. Fort, avec des bras marqués de cicatrices et l'apparence d'un vieux serpent. Il s'appelait Valdemar Silvera, l'ancien dompteur de la ferme, qui avait été licencié des années auparavant après avoir été jeté par Trovao au milieu de la compétition. Il revient maintenant avec une soif de vengeance. « Je suis venu pour monter ce cheval », dit-il depuis la porte. Benedito hésita. Le défi a déjà été remporté par un enfant et il cracha par terre. Je veux voir s'il peut à nouveau le gérer avec quelqu'un de réel à ses côtés. La tension s'est rapidement propagée. Pions rassemblés. Dona Neuza croisa les bras. David apparut lentement de l'autre côté de la clôture. Si tu veux essayer, essaye, dit Benedito. Mais sachez que personne ne l'arrêtera. Valdemar sourit en coin. Ce n'est pas nécessaire. Il est entré dans l'arène avec une confiance forcée. Le tonnerre était déjà là, déchaîné. En le voyant, le cheval se cabra, non pas par peur, mais par rejet. L'odeur de l'homme disait tout. C'était la force contre la force. Valdemar s'approcha avec les mains ouvertes. Le tonnerre gronda et avança. Il s'arrêta à quelques centimètres, le regard flamboyant. Valdemar tendit la main et le cheval se retourna brusquement, le frappant presque au visage avec ses pattes arrière. Il tomba en arrière, roulant dans le sable. Il a quitté l'arène en jurant. Benedito, immobile, regardait. Pour la première fois, sa fierté commença à céder. J'étais confronté à une vérité que je ne pouvais pas ignorer. Cette nuit-là, il appela David sur le porche. « Gamin, commença-t-il maladroitement. Ce que tu as fait était différent. Je ne l'ai jamais vu. » David n'a pas répondu. Benedito sortit une épaisse enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Voici 100 000. Comme promis. » David regarda l'enveloppe, ne bougea pas, ne tendit pas la main. « Je ne veux pas d'argent. » Benedito haussa un sourcil. « Comment c'est ? Je veux une chambre pour dormir, 2 repas par jour et apprendre à lire correctement, aller à l'école. » Juste ça. Le fermier se tenait silencieux, l'enveloppe à la main, suspendue dans l'air. « Tu sais ce que tu refuses ? Je demande ce que je n'ai jamais eu. L'argent vient à manquer, ce que je veux reste. » Benedito se tenait là, regardant ce garçon maigre aux vêtements miteux, qui refusait plus que ce que beaucoup d'hommes ont jamais gagné. Il se sentit honteux pour la première fois depuis longtemps. Honte d'avoir douté, honte d'avoir mesuré les gens à ce qu'ils portent et non à ce qu'ils portent à l'intérieur. Il rangea l'enveloppe et, pour la première fois, regarda David dans les yeux sans suspicion. « Demain, je ferai préparer une chambre pour vous dans le logement et je parlerai à l'école du village. » David hocha la tête, il ne sourit pas, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent reconnaître, le soulagement. Le lendemain matin, il s'est réveillé tôt, comme d'habitude, mais maintenant il avait un lit, une assiette de riz et d'œufs, et un vieux livre laissé par quelqu'un, avec les pages détachées. Il s'assit à l'ombre d'un pommier rose et commença à lire syllabe par syllabe. Pendant ce temps, dans le pâturage, Thunder observait de loin, en silence. Je savais que quelque chose avait changé. Et Benedito le savait aussi. Le nom du garçon n'était désormais plus seulement dans les couloirs de la ferme, mais dans le cœur de ceux qui le voyaient auparavant comme un autre. Le silence de la ferme plaisait toujours à Benedito. Le bruit des machines, le mugissement du bétail, même les hennissements. Tout cela faisait partie d'une chanson bien connue. Mais ces derniers jours, un autre type de silence était dérangeant, un silence qui venait de l'intérieur. Depuis que David avait refusé l'argent et demandé seulement l'essentiel, Benedito ne pouvait s'empêcher de penser. Il n'était qu'un garçon, sans nom de famille, sans héritage, sans maison,
mais il s'est réveillé avant les autres travailleurs. Il était déjà debout à 5 heures, balayait l'écurie, nettoyait les fers des chevaux, changeait l'eau des seaux et, pendant l'entr'acte, il s'asseyait sous l'arbre du poulailler, un livre à la main et les lèvres remuantes, comme s'il luttait avec les lettres jusqu'à ce qu'elles cèdent. Personne n'a donné d'ordre, personne n'a chargé. Benedito regardait de loin, le chapeau baissé et les mains dans les poches. Au début c'était de la méfiance, puis de la curiosité. Maintenant, c'était autre chose, une agitation qu'il ne pouvait pas nommer. Un après-midi, le ciel s'est soudainement fermé. De lourds nuages ont avalé la lumière. L'odeur de terre humide est apparue avant la première goutte. Et quand la pluie tombait, elle tombait fort. Les piétons couraient. Les animaux se sont mis à l'abri. Benedito entra dans le porche du quartier général et, par instinct, regarda en direction de l'écurie. David était à l'intérieur, assis sur une botte de foin, en train de parler à Thunder. « Oui, je parle. » Le cheval, bien que libre, restait proche, les oreilles dressées, les yeux attentifs, comme s'il écoutait. Benedito s'approcha lentement, s'appuyant contre le cadre de la porte sans faire de bruit. « Tu lui parles » demanda-t-il, à moitié moqueur. David détourna le visage, il n'avait pas l'air effrayé. « Je parle. » Parfois il répond. Benedito fit un demi-sourire, mais il ne se moqua pas. Il ne parle à personne, pas aux gens qui crient. Le tonnerre n'est pas en colère, il crie simplement à l'intérieur, comme beaucoup de gens. Benedito resta immobile. La phrase a fait l'effet d'un coup de pied, un cri intérieur. Il pensait à toutes les fois où il avait ressenti cela et prétendait que c'était de la force, que c'était le fait d'être un homme. Voyez-vous les animaux comme les gens ? David secoua la tête. Pas comme une personne, mais comme un miroir. Ce que nous portons, ils le ressentent. Celui qui vient avec colère reçoit la colère. Celui qui vient tranquillement peut rester. C'est pour ça qu'il m'a laissé monter. Le tonnerre, comme pour confirmer, renifla doucement. Benedito regarda le cheval, puis le garçon. Pour la première fois, il ne voyait pas David comme un garçon malheureux mais comme quelqu'un qui savait quelque chose qu'il avait lui-même oublié. « Et toi ?» il a demandé. « Que portez-vous » David réfléchit un instant, regarda dehors, où la pluie tombait maintenant légèrement, le silence de ne pas être entendu, et la faim, mais pas seulement de nourriture. Benedito sentit sa poitrine se serrer. La honte qui était apparue lorsque le garçon avait refusé l'argent grandissait maintenant. Ce n'était pas seulement de l'embarras, c'était de l'admiration déguisée en malaise. Tu aurais pu choisir n'importe quoi avec cet argent. Pourquoi as-tu demandé si peu ? Parce que je ne voulais pas m'enfuir. Je voulais rester. La phrase restait suspendue dans l'air, comme une vieille promesse que quelqu'un avait oublié de tenir. Cette nuit-là, Benedito a mis du temps à s'endormir. Il jeta un coup d'œil aux livres sur l'étagère, qui étaient tous restés intacts depuis des années. Il pensait à son père, un homme dur qui disait que les pauvres n'apprennent qu'en étant battus. Il pensait aux piétons qui allaient et venaient. Il réfléchit et, pour la première fois depuis longtemps, il n'aimait pas ce qu'il voyait. Dans les jours suivants, il commença à se rapprocher de David. Il a commencé à poser des questions simples. « Avez-vous bien dormi ? Que as-tu lu aujourd'hui ? Besoin de plus de vêtements ? » David a répondu sans exagération. C'était direct. Il n'a pas demandé, il n'a pas flatté. Et cela, pour Benedito, était plus rare que tout. Un jour, sans prévenir, Benedito apporta au garçon une nouvelle trousse et un cahier. David la prit comme s'il tenait un objet sacré. Il la remercia d'un faible merci, mais ses yeux disaient tout. Dans l'écurie, Thunder est resté docile avec le garçon, mais a continué à hennir à quiconque essayait de s'approcher. Benedito n'essayait plus de forcer l'animal, il commençait à comprendre. Ce n'était pas une question d'apprivoiser, c'était une question d'écouter. La ferme semblait différente, plus légère.
Le garçon sans nom a commencé à nommer des choses que personne ne voyait. Et l'homme qui était en charge de tout commença à écouter ce qui avait toujours été là, mais qui n'avait de sens que maintenant. Ce n'était qu'une question de temps. Au début, c'était une publication timide sur les réseaux sociaux, une photo tremblante de Davy au sommet du Trovao avec la légende « Un garçon inexpérimenté monte un cheval indomptable et fait vibrer une ferme dans l'arrière-pays ». Puis sont venues les vidéos, les commentaires, les réactions. En 2 jours, l'histoire était sur les sites d'information. En 1 semaine, les journalistes ont commencé à apparaître à la porte de la ferme Santa Elena. C'est ici que vit Davy. Pouvons-nous interviewer le garçon sur le cheval? Où est le garçon qui a conquis l'impossible? Benedito n'aimait pas le mouvement. Cela faisait longtemps que la ferme n'avait pas vu autant de caméras, autant de belles personnes pressées et posant des questions vides de sens. Il ordonna de fermer les portes, d'interdire l'accès aux visiteurs, d'écourter les longues conversations, mais la nouvelle était déjà connue. Les influenceurs sont venus avec leur téléphone portable à la main, souriant de manière exagérée. Les gars, regardez ça. David est réel. Regardez ce garçon incroyable. Identifiez ici qui, selon vous, devrait connaître cette histoire. Un journaliste a même installé une tente à l'entrée de la ferme. C'est pour enregistrer chaque instant, dit-il, comme s'il s'agissait d'un événement. David observait tout cela avec un mélange d'étonnement et de fatigue. Je n'aimais pas les lumières, je ne comprenais pas les flashs, je ne savais pas quoi faire quand quelqu'un demandait. « Comment as-tu apprivoisé Thunder ?» Il répondait toujours la même chose. « Je ne l'ai pas apprivoisé, je l'ai juste écouté. » Les journalistes n'aimaient pas ça, ils voulaient des slogans, ils voulaient du spectacle. Benedito, irrité par le cirque, commença à éviter les visiteurs. Un autre nom important a réussi à franchir la barrière. Dr Alexandre Prado, homme d'affaires bien connu, propriétaire d'un empire agricole et d'une fondation éducative. Il est arrivé dans une voiture noire avec climatisation même dans les pneus, un costume clair et un sourire narquois. « Benedito, je suis venu pour faire le bien », dit-il en serrant trop fort sa main. « Bon pour qui ?» rétorqua Benedito secco. Alexandre ne se laissa pas démonter, il ouvrit le dossier et en sortit un papier à en-tête, une bourse complète à l'étranger. Le garçon a un potentiel inspirant. Nous pouvons vous préparer à représenter le Brésil. Harvard, peut-être. Stanford. Il doit juste dire oui. La proposition était tentante, des études, un avenir, une reconnaissance, le genre de choses que le monde dit que chaque personne pauvre devrait vouloir. Benedito a appelé Davy et lui a remis le papier sans rien dire. Le garçon lisait lentement, syllabe par syllabe. Puis il regarda l'homme en costume. « Si je pars, je reviendrai. » Alexandre sourit avec condescendance. « Qui voudrait revenir après avoir vu le monde ?» David regarda à nouveau le papier, puis regarda la ferme. Le tonnerre grondait paisiblement au loin. Donna Neuza a lavé le balcon. Les cow-boys riaient près du corral. Benedito, debout, le regardait en silence. La réponse est venue calmement, sans colère, sans pause. Ce que je voulais, je l'ai déjà, la paix, le respect et quelqu'un qui m'appelle par mon nom. L'homme d'affaires était sans voix, il essayait de rire. Mon garçon, tu ne comprends pas ce que tu rates. Peut-être, mais je sais ce que j'ai. À la fin de la journée, la voiture est partie en soulevant de la poussière. Et pour la première fois, Benedito s'assit à côté de Davy, sur le banc du Porsche. Les deux étaient silencieux. La pluie ralentit, teignant la terre d'un orange foncé. « Saviez-vous que vous pouviez dire non ?» demanda le fermier. « Je ne le savais pas, mais j'ai senti que je devais le savoir. » Benedito hocha la tête. Il a passé un certain temps à regarder l'horizon. « Tu m'as fait me souvenir de choses que j'avais oubliées, mon garçon. Il m'a appris à écouter, à voir ce qui compte, à prendre soin de ce qui n'a pas de prix. » David ne répondit pas et Benedito prit une profonde inspiration. « Je veux te donner plus qu'une chambre,
plus que de la nourriture. Je veux te donner un nom. Mon. Le garçon se retourna lentement, incrédule. Ça veut dire que je veux t'adopter. Je te donne légalement une place si tu le souhaites. David déglutit difficilement, il ne pleura pas, mais ce qui jaillit du fond de ses yeux n'était pas des larmes, c'étaient des racines. Racines qui trouvent un terrain solide après tant d'errance. Je veux. Cette nuit-là, la ferme dormait paisiblement. Davy, qui a maintenant un nom complet, a vraiment dormi, comme quelqu'un qui rêve et sait qu'il se réveillera au même endroit. Et pour la première fois, Benedito a signé un document sans réfléchir à l'accord. Il ne pensait qu'à l'avenir, un avenir avec un nouveau nom de famille et un cœur plus plein. Le temps passait sans fanfare, les pluies allaient et venaient, les récoltes poussaient, la poussière retombait, le brouhaha de la ville diminuait, mais là, à la ferme de Santa Elena, quelque chose restait différent. David s'est alors réveillé dans une pièce aux murs bleus, avec des draps propres et une étagère contenant 3 livres. Les premiers qui n'étaient que les siens. Il portait l'uniforme de l'école rurale du village, un t-shirt blanc avec les armoiries brodées en jaune et un pantalon bleu marine, un peu long sur les jambes. La couturière a juré qu'il grandirait bientôt. Sur la table en bois que Benedito avait fabriquée spécialement pour lui, il y avait toujours un nouveau cahier, des crayons taillés et une écriture qui s'améliorait chaque semaine. Petit à petit, David découvrit que les mots pouvaient aussi être apprivoisés et qu'ils avaient un pouvoir similaire à celui qu'il avait utilisé pour assembler Thunder. Benedito était plus calme qu'avant, mais son silence était différent. Cela ne venait plus de la dureté mais de la paix. La dureté a cédé la place à l'écoute. L'homme a maintenant demandé avant de commander. Il passait plus de temps dans les enclos, moins au bureau. Parfois, on le voyait nettoyer la cellule de ses propres mains ou couper des tranches de papaye pour le petit déjeuner de son fils. Oui, mon fils. David Ramos. Le tonnerre est resté le même dans le corps, mais pas dans l'âme. Il hennit encore bruyamment lorsqu'un ouvrier s'approcha précipitamment, sentant la peur. Mais il a suffi de voir David au loin pour changer. Oreille basse, tête inclinée, comme s'il reconnaissait un frère et non un propriétaire. Et maintenant, Thunder avait une progéniture, Brise, une pouliche pâle, avec un pelage lisse comme le vent sur l'eau. Nazra a eu un accouchement difficile, mais elle a été forte dès le premier souffle. Benedito, dans un geste silencieux, passa les rênes à Davy. Prends soin d'elle, comme tu as pris soin de moi. C'était la première fois que Benedito se décrivait comme quelqu'un qui était également apprivoisé. David souriait peu, mais sincèrement, et lors d'un de ses sourires, par une matinée sèche avec un ciel clair, il a été vu dans le plus petit corral de la ferme avec un enfant assis devant lui. C'était un garçon de village maigre, avec des sandales tordues et des yeux curieux. J'avais peur et je voulais. Premièrement, vous n'êtes pas responsable. Tu demandes, dit David avec sa main ouverte sur le cou de la jument. Il montrait comment respirer profondément, comment attendre, comment écouter le silence entre les pas de l'animal. La scène était simple, mais elle disait tout. Benedito, de loin, regardait sans interrompre. Il avait le sentiment que c'était le plus bel héritage qu'il ait jamais laissé. Sur le balcon, Donna Neuza cousait en silence. Le bruit du tissu tiré était presque aussi constant que la brise. Dans le champ en arrière-plan, le tonnerre broutait lentement. Il s'arrêta un instant, leva le cou, vit David et baissa la tête. Comme toujours, la caméra imaginaire, celle que tout bon narrateur porte avec lui, commence à s'éloigner lentement. On y voit toute la ferme, les corrals, les hangars, le garçon au centre qui enseigne calmement, le cheval légendaire silencieux et un vieil homme retrouvé par la tendresse. Il n'y avait pas de trophée, il n'y avait pas de scène, mais il y avait une rédemption. Et quand quelqu'un demande ce qui a changé la vie de David, la réponse ne rentre pas dans les gros titres, ni dans un prix. Ce n'était pas le cheval, ni l'argent. C'était quelqu'un, pour la première fois, qui le regardait et croyait. Quelle a été la première personne à croire en vous alors que personne d'autre ne l'a fait? Écrivez le nom dans les commentaires. Il mérite d'être commémoré. Et si cette histoire vous a touché,
Laissez un like et abonnez-vous. C'est ainsi que nous continuons à répandre le genre de courage qui change les destins.